Bienvenue à cette ultime partie de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur AfroWeb TV. Nous recevons pour vous Monsieur Amedodji Kokou, citoyen engagé depuis Bruxelles, et professeur Pinipini depuis l'Europe aussi, consultant politique. Merci à vous tous d'être avec nous pour cette émission. Nous parlons maintenant des pays de l'AES. Cela fait probablement, disons, 1 an que les pays de l'AES se sont retirés de la CEDEAO. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour chacun de nous. Alors, très rapidement, quel est le bilan, selon vous, que vous faites donc de 1 an après de ce retrait de la CEDEAO par les pays de l'AES, Monsieur Amedodji? Je pense que l'AES a marqué beaucoup de points et ces 12 derniers mois. Déjà, avoir le courage, et monsieur le professeur Pinipini l'a dit tout à l'heure, de se retirer, bien qu'étant les membres fondateurs de la CEDEAO, ok, de se retirer pour préserver leur souveraineté, c'est un acte de courage que beaucoup de pays de la CEDEAO n'oseront pas prendre. Est-ce que le fait d'être militaire et c'est-à-dire quelqu'un qui part au front, qui sait relever les défis, a été une composante ou bien a permis aux 3 militaires, Assimi Goïta et Ibrahim et Tian, de prendre, de poser cet acte-là, l'histoire nous le dira. Mais je crois que ils sont dans la bonne direction. Moi, provenant d'un pays qui est également membre de la CEDEAO, et par rapport à ce que la CEDEAO fait, continue de faire, hein, organisation sous-régionale, CEDEAO, je rappelle, Communauté économique des États de l'Afrique occidentale, euh, une organisation qui est financée, dont le programme, dont les actions sont dictées par l'Occident, et en l'occurrence la France, CEDEAO qui était prête, sous la direction du président nigérien, et d'aller attaquer le Niger au lendemain euh, comment, du coup d'État du général Tiani. Je pense que c'est gravissime et ces pays-là ont eu raison de se retirer de cette organisation qui non seulement ne les a jamais soutenus contre le terrorisme, problème auquel ils sont confrontés, mais veut encore leur faire du tort. Maintenant, et je termine par là, il faudrait que les pays qui restent dans la CEDEAO se posent une série de questions. La CEDEAO fragilisée, on le voit, euh, ne parvient plus à résoudre des problèmes au niveau de l'Afrique occidentale sont intacts. Et j'aimerais bien peut-être également, dans le cadre de cette émission, euh, exprimer une inquiétude. J'espère qu'on va revenir là-dessus. On a entendu un pays comme le Togo dire que très prochainement, il pourrait rejoindre également l'AES. Je me demande si l'AES pourrait accepter cela parce que, à la lecture du pacte, ou en tout cas du contrat qui fonde, du pacte qui fonde l'AES, je pense que le Togo n'est pas qualifié pour rejoindre l'AES. Mais si cela doit se passer, je crains que l'AES ne se défonce ou bien en tout cas ne mange son totem comme on le dit parce que ça sera en contradiction flagrante par rapport à ce que aujourd'hui ces dirigeants des 3 pays sont en train de faire et par rapport à leur discours et au message qu'ils renvoient à la jeunesse africaine. C'est l'avis de Monsieur Amedodji, puisque l'émission c'est l'avis de la diaspora. Vous aussi, vous qui nous suivez, vous pouvez nous appeler sur le numéro affiché à votre écran, +1 319 462 89 119. Le divorce est consommé désormais. Il y a même un nouveau passeport, on en reviendra. Mais quelle est votre perception, votre point de vue, Monsieur professeur Pinipini, concernant donc le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, 1 an après?
Oui, si on préfère pour les bilans de cette première année de séparation, enfin, ou de construction, disons plutôt comme ça, de l'AS, plutôt que de la séparation, parce que cela, ça n'a pas tellement d'importance. Je crois que le plus important, c'est plutôt la construction dynamique de l'AS. Alors moi, je trouve, pour moi, il y a peut-être deux ou trois points importants que l'on pourrait souligner. Le premier d'entre eux, c'est quand même l'adéquation extraordinaire entre la population, les peuples de ces trois pays et leurs dirigeants. Et ça ne fait que se renforcer. Parce que je crois que je l'ai dit il y a quelque temps que c'était la révolution, c'était une véritable révolution. Ce sont des révolutions qui sont mises en place dans ces trois pays, c'est-à-dire que ce sont les actions du peuple qui a voulu le changement et qui a trouvé des dirigeants pour cela. Et il y a donc une adéquation et les dirigeants répondent à cette demande du peuple en constance. Ce qui est pour moi le plus, ce qui me le réjouit le plus, par exemple, que la sécurité militaire même du président Traoré est assurée par la population et la population à Ouagadougou qui veille nuit et jour sur la sécurité du président Traoré. Qui sont les yeux et les oreilles du président Traoré, tout ce qui peut lui arriver, la population est là et réagit spontanément. Ce qui fait que le président Traoré est pris dans une carapace, il est bien protégé par cette population-là. Et en retour, ben, il rend bien au peuple de faire le travail que le peuple lui demande pour le peuple. C'est ça qui est extraordinaire. Pour moi, c'est ça que je souligne en premier. Donc, de voir que dans les trois pays, j'ai parlé de Burkina, mais c'est la même chose au Niger, c'est la même chose également au Mali. Ce sont des dirigeants qui sont adulés par leur peuple et dans tout ce qu'ils font. Alors, pour moi, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est quand même l'indépendance économique. Nous voyons ce qui se passe au Congo, mais c'est vraiment une guerre économique contre le Congo parce qu'on voudrait pas simplement les multinationales, ce sont elles qui font la guerre au Congo. C'est pas simplement, ils veulent avoir aussi bien les richesses du Congo que le travail des Congolais. C'est les deux à la fois qu'ils veulent avoir. Les richesses du Congo, le travail des Congolais. C'est vraiment l'esclavagisme là qui veulent imposer. Et ici, on voit dans l'AS, justement, il y a une reprise en main de ces volets-là contre les multinationales. Le Niger, qui était présenté comme le pays le plus pauvre du monde, se révèle comme étant l'un des plus riches, au contraire, au monde. Il va devenir d'ici peut-être 2, 3 ans un pays émergent qui va concurrencer beaucoup d'autres à travers le monde. Le Niger est en train de récupérer sa production d'uranium. Vous imaginez qu'une lampe sur trois qui est allumée en France l'est par l'uranium qui vient du Niger. C'est incroyable. Ça coûte combien? Or, le Niger, de tout cela, ne recevait presque rien. C'était l'argent que la France produisait pour lui-même sur le dos des Nigériens. Aujourd'hui, ces choses, voilà, c'est en train de s'inverser. Le Niger est en train de reprendre en main sa richesse et la France devra payer au prix le plus fort si elle voudrait continuer à être éclairée. Donc, il faudra voilà, maintenant que les Français puissent expliquer justement à leur peuple là d'où viennent leurs fameuses richesses qu'ils ont brandées à travers le monde. D'où vient qu'il y ait de l'électricité tout le temps en France, ça ne tombe pas du ciel. Donc, il y a là un pays qui était surexploité. Aujourd'hui, le Niger récupère. La même chose au Mali. Le Mali était un pays désertique, il n'y avait rien du tout. On se rend compte que la plus grande mine aurifère, la plus grande mine d'or du monde se trouve au Mali. De l'or, s'il vous plaît. Et le Mali n'avait rien non plus. C'était les Canadiens qui pompaient cela et qui amenaient tout chez eux, qui allaient donner vente à travers le monde à leur propre compte. Et les Maliens étaient les dindons de la farce. Aujourd'hui, les Maliens vont récupérer leur production d'or, Alors, tout l'or du Mali. Donc, je veux dire que ça c'est le deuxième point que j'ai voulu on souligner. va revenir sur Euh, d'autres points, professeur, mais il y a un téléspectateur oui. en ligne. Téléspectateur, bonjour.
Oui, bonjour à M. Agbeni Kare, bonjour à tous les compatriotes qui sont sur le plateau et bonjour à toute l'Afrique. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Moi, je téléphone depuis l'Europe et je vous remercie en fait pour la thématique qui comporte en fait la situation au Congo et aussi à l'AES. Je pense qu'il faut d'abord commencer par l'AES pour dire que une année après la fondation de cette organisation, de cette micro-organisation sous-régionale, moi je dirais que le bilan est plus que catastrophique. Et pourquoi ce bilan est plus que catastrophique? D'abord, le contexte local, sous-régional, international aujourd'hui demande qu'il y ait en fait l'organisation des grandes entités. Donc, et si vous voyez tous les blocs qui sont en train de constituer, l'Europe aujourd'hui est en train de se renforcer, et les États-Unis constituent un bloc, et il y a le bloc chinois et le bloc russe qui est en train de se constituer. Et aujourd'hui, alors que nous savons que l'Afrique est dominée et laminée depuis des années, il n'est pas du tout sérieux que sur notre continent, nous arrivions encore aujourd'hui à nous diviser. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, l'AES a quitté la CEDEAO parce que, en fait, elle dit que la CEDEAO est sous influence occidentale. Donc la question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, l'AES qui a quitté la CEDEAO n'est pas sous influence, par exemple, de la Russie et d'autres puissances. Même quand on voit aujourd'hui la situation de l'AES sur le plan sécuritaire, on sait qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui sous-traite la sécurité dans l'AES à coût de milliards. Les estimations donnent déjà 10 milliards par mois pour la Russie Wagner. Et les enquêtes sérieuses nous disent également qu'il y a des mines qui sont données en fait à la Russie par Wagner pour son action de protection de la sécurité. Donc on se demande où est la souveraineté. Il n'y a pas qu'une semaine en arrière, on a vu par exemple la ministre en fait du Mali qui est venue ici à Genève et qui demande en fait un soutien humanitaire aux Occidentaux de presque 700 millions de dollars. Donc on se demande où est en fait la souveraineté. Donc au niveau de la sous-région elle-même, aujourd'hui on voit que la CEDEAO et l'AES forment deux entités antagonistes et qui divisent en fait les peuples et qui divisent en fait les pays. Si vous allez en fait sur les réseaux sociaux, vous allez voir la guerre interposée entre les peuples. Donc je me demande en quoi en fait l'AES constitue aujourd'hui un plus pour les citoyens en fait de l'Afrique sous-régionale. Donc concrètement, au niveau en fait des institutions, on voit qu'aujourd'hui, même au niveau de l'AES, on ne sait pas quel type d'institution compose cette communauté. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique, nous ne sommes pas dans un régime autocratique. Et quel est le type de régime, on ne sait pas. Il n'y a pas d'élection, la presse, les médias et le peuple est tout à fait exclu de toute décision. Donc parler de souveraineté, moi j'aimerais quand même que les gens qui parlent de souveraineté nous définissent ce que c'est que la souveraineté. Donc, d'une façon globale, ou bien en résumé, je pense que l'AES aujourd'hui n'est pas un plus pour notre continent. C'est votre point de vue. Donc, pour finir, je pense que nous devons plutôt aller vers une entité régionale qui va mobiliser les Africains à développer l'Afrique. Donc, merci beaucoup et bonne émission. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir intervenu dans notre émission. Alors, vos réactions, je sais qu'on va parler maintenant donc des impacts économiques, politiques et sécuritaires, mais je voudrais laisser également le professeur Pinipini terminer son dernier point et peut-être réagir sur le point de vue du téléspectateur. Oui, donc le dernier point, si vous voulez, c'est la constitution de la force de l'AS. Moi, c'est ce qui m'a réjoui dans cette annonce, c'est que ici, il commence avec une nouvelle armée. Ce n'est pas un brassage des armées, l'armée des armées du Burkina,
du Mali, du Niger qui vont se mettre ensemble. Non, on commence une nouvelle armée de 5000 hommes qui va monter. Moi, d'ailleurs, je leur ai proposé de vite faire pour monter à 200 000 hommes, qu'il y ait de démobilisation. Mais donc voilà, c'est une nouvelle armée qu'ils vont mettre maintenant en place avec un autre esprit. Parce que le problème, c'est que nos armées aujourd'hui en Afrique, ce sont en réalité les résidus des armées coloniales qui n'étaient pas tellement des armées, qui étaient plutôt des polices d'exaction contre les populations que des armées de protection des territoires. Or, maintenant, ils vont faire donc une armée avec cet esprit nouveau de protéger les territoires de l'AS, de l'Iptako Gourma, avec des jeunes gens, de nouveaux recrues, à qui on va inculquer une nouvelle idéologie, de nouveaux paradigmes pour une Afrique qui va renaître. Donc voilà, je veux dire que pour moi, cette première année de la constitution, de la reconstruction, de la restructuration de l'AS est une année qui a été une année pas simplement pleine d'actions réussies. Et parmi la dernière que je voudrais peut-être dire rapidement, c'est quand même les multiples réunions. Il n'y a rien qui se fait qui ne soit bien préparé par des experts d'abord, ensuite prise en charge par les responsables de tutelle, les ministres de tutelle, avant que le président, s'il le faut, se réunisse. Donc, il y a quand même, si, on ne peut pas dire que le peuple n'est pas là pour répondre à notre ami. Tout est fait, c'est vraiment, ça part de la base jusqu'à atteindre le sommet, c'est pas le contraire. Et tout est coordonné, tout est fait de cette façon et ça prend du temps parce que justement, pour tout, il faut partir de la base de toutes les sociétés civiles dans les trois pays qui sont tout le temps consultés, d'ailleurs qui donnent toujours les là pour avant que telle ou telle décision ne soit prise. Donc, je veux dire Merci. vraiment que pour moi, c'est quelque chose d'un travail qui se fait là, un bon travail, nous espérons, nous attendons que la deuxième année puisse être encore plus pleine Merci, professeur. d'activités et de réussites. Alors, Monsieur Amedodji, voulez-vous réagir aussi par rapport à notre intervenant tout à l'heure et notons également qu'il y a un nouveau passeport qui est mis en circulation où on retrouve le logo des pays de l'AES là-dessus et qui a été privilégié, présenté même au Burkina Faso. Dites-nous concrètement, il y aura-t-il donc des impacts économiques, politiques ou donc sécuritaires par rapport à ce nouveau passeport? Que dites-vous par rapport à ça en réalité? Deux réflexions. La première par rapport à l'intervenant. Il n'a pas eu le courage, bien que vous l'ayez posé la question, de donner son nom. Et je pense que dire que l'AES divise plus l'Afrique que ne l'unit, c'est une façon de voir les choses. Mais moi, je pense que lorsque on est dans une équipe qui ne fait que perdre, malheureusement, c'est la CEDEAO qui est devenue un syndicat des chefs d'État qui veulent rester ad vitam aeternam au pouvoir contre les intérêts de leur pays et contre leur population. Avoir le courage de partir, c'est plutôt une bonne chose que de rester, on le dit, dans nos pays, rester sous l'arbre et risquer que les excréments, les fientes des oiseaux te tombent sur la tête, il vaut mieux quitter cet arbre-là. Donc, c'est ce que ces trois pays ont fait. Il dit qu'ils n'ont rien fait. Non, c'est ce que le professeur a dit tout à l'heure. Les choses sont en train de se faire. Ça prend du temps, mais est-ce que, parlant de souveraineté, ces trois pays ont eu le courage quand même de mettre fin aux accords avec des clauses léonines que la France leur avait imposées par rapport, par exemple, à l'occupation de l'armée française. On a parlé également du Niger qui se retrouve parmi les 10 pays les plus pauvres au monde, mais dont l'uranium sert à allumer une lampe sur trois en France, ce qui n'est pas normal. On sait jusqu'à quel point l'électricité ou en cas le problème d'énergie est important dans le développement d'un pays. C'est ce pays qui fournit l'uranium, premier gisement mondial d'uranium, mais se retrouver parmi les pays les plus pauvres au monde, on dit où
vont ces richesses-là? On a parlé du Mali avec et de l'or également. Donc, je pense que reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire dire que le pays est libre dorénavant de discuter. Vous savez, à notre ami qui vient d'intervenir, les clauses coloniales imposaient aux pays d'Afrique, anciennes colonies françaises, de ne pas signer de contrat avec d'autres pays sans avoir proposé, et les accords sont là, hein, les clauses, les contrats sont là, hein, sans avoir proposé ces contrats-là à la France. OK? Donc, est-ce que ça, c'est une souveraineté? Lorsque on est obligé chaque fois d'aller demander la permission de la France avant de vendre ses propres minerais et que c'est la France qui impose le prix et que si le dirigeant ne veut pas, la France est capable de le déloger par un coup d'État parce qu'il y a l'armée française sur place, est-ce que c'est ça que notre ami disait, gage de souveraineté pour ces pays-là? Donc, je crois que sincèrement, ceux qui n'ont pas vu cela et qui soutiennent la façon dont la CEDEAO fonctionne, a fonctionné jusqu'à présent, je ne sais pas quel genre d'Africains ou quelle fierté ils ont pour ce continent. Maintenant, je reviens encore à professeur Pinipini. Il se réjouit de la façon dont ces trois pays fonctionnent. Est-ce que le général Corneille Manga, qui promet de marcher sur Kinshasa, serait également de la trempe de ces militaires qui sont en train de faire la fierté de la jeunesse africaine, les Congolais également. On a vu comment Ibrahim, le capitaine Ibrahim, a été reçu par les Ghanéens lors de l'investiture du président actuel du Ghana. Ça rend heureux. Même au Ghana, les gens en sont fiers. Est-ce que on ne craint pas que dans les jours à venir, on ait le même phénomène en RDC? Est-ce que les Congolais sont prêts à soutenir un militaire qui prenne les choses en main pour changer le pays? Je termine en disant, aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans une démarche de satisfaction béate, c'est-à-dire, oh, c'est bon, on a dégagé le dictateur, que les militaires prennent le pouvoir et qu'ils en fassent ce qu'ils ont envie de faire. Non, il faut rester exigeant vis-à-vis de ces militaires-là. Le pays ne leur appartient pas. Ils ont pris le pays pour des objectifs. C'est la raison pour laquelle nous, on attend que ces militaires, après avoir résolu le problème sécuritaire ou parallèlement à la résolution de ce problème sécuritaire pendant qu'ils montrent aux populations qui n'ont pas envie de céder également au pouvoir, de divorcer de la population en cas de la volonté des populations et faire de leur pays, travailler pour l'intérêt de leur pays. Ibrahim le fait très bien au Burkina Faso, mais je suis un peu perplexe vis-à-vis des dirigeants maliens et nigériens. Donc, je tenais à souligner cela. Il faut que les Africains restent exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants, même si ce sont des gouvernements de transition. Une dernière question pour cette ultime partie de notre émission Avis de la diaspora. Professeur Pinipini, vous savez aussi qu'il y a un passeport qui est mis en circulation. Jusqu'où iront les dirigeants des pays de l'AES? Quel est l'avenir de ces pays face à à une économie de la CEDEAO, face aux autres continents? Est-ce que ce passeport sera accepté par tous ou par tous les continents, et quel est l'avenir que vous entrevoyez pour ces pays de l'AES, monsieur professeur Pinipini, et votre conclusion pour terminer cette émission? Merci beaucoup. Alors, je réponds rapidement à la question de notre ami Amenito. Donc, Corneille Nangaa n'est pas militaire, hein? Non, il ne connaît pas du tout, il n'a jamais été militaire, il ne connaît pas du tout l'art de la guerre, il ne peut pas se battre, il ne connaît rien du tout.
Il a été, je ne connais même pas son parcours académique ou scolaire. Je sais seulement qu'il a été président de la Commission nationale électorale indépendante sous sous Joseph Kabila. C'est lui qui a organisé les élections quand le président Tshisekedi a été élu. C'est lui qui a proclamé le président Tshisekedi vainqueur et c'est lui qui l'a installé également. Donc, ce n'est pas du tout un militaire. Il est allé là récupérer une situation. Paraît qu'il a été frustré dans les accords qu'ils ont signés avec le président Tshisekedi, je ne sais pas lesquels. dans, et que c'est pour cela parce qu'ils étaient des amis. Donc, je veux dire qu'ils ont travaillé ensemble et ils ont eu un parcours politique commun. Tellement que lui, je crois qu'il s'est dit frustré. C'est comme ça qu'il s'est détourné et va maintenant. Donc, non, c'est pas du tout quelqu'un faut pas le comparer à Traoré ou à Simi Goïta, encore moins au général Tchiani, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ici, c'est quelqu'un, c'est un opportuniste qui cherche le pouvoir pour lui, pour s'enrichir. D'ailleurs, c'est un commerçant. Oui, après qu'il a été, qu'on l'a remplacé à la Commission nationale électorale indépendante, il est devenu commerçant et tout ça. Maintenant, voilà. Donc, non, c'est pas du tout un militaire. Et puis, là, c'est pas une révolution. Tandis que au Mali, c'était au Mali, au Niger, et même, disons, au Burkina, même au Niger, ce sont des révolutions. C'est le peuple qui a presque mis en qui mène la barque, et qui a mis ces militaires-là presque au pouvoir. Sauf au Niger, mais au Niger, le peuple a vite récupéré le coup d'État, en a fait, et qui est devenu même une révolution également, parce que le peuple l'a vraiment récupéré. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le peuple qui mène la barque là-bas. Le président Tchani est obligé de suivre ce que le peuple veut. C'est grâce au peuple que la France a quitté le Niger. S'il n'y avait que le général Tchani tout seul, jamais le Français serait parti du Niger. Je pense que le peuple s'y est mis, que le peuple a vraiment pesé de tout son poids et la France a plié, a dû se plier. Alors maintenant, quel serait l'avenir de l'AS par rapport au nouveau passeport? Est-ce que c'est accepté ou refusé? Mais je ne vois pas qui le refuserait. Et pourquoi? C'est un passeport des États indépendants, des États souverains qui émettent ensemble un passeport. Pourquoi on va le refuser? Non, je ne vois pas. Et puis si l'on refuse, il y aurait une réciprocité. Je ne sais pas qui a intérêt à ce que son propre passeport soit aussi refusé dans l'espace de l'AES aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Alors maintenant, quel serait l'avenir? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que nous on attend? Qu'est-ce que toute l'Afrique attend? Ils le savent, tout ce que l'Afrique attend. D'abord, c'est la libération complète de l'AES, de ses poches de résistance des terroristes. Donc, il faudrait que tous ces terroristes soient nettoyés, qu'il n'y ait plus de terroristes qui ensanglantent la région. C'est vraiment ça ce que nous attendons. C'est là. Et je crois que nous espérons que cette année ici puisse être la bonne et qu'on puisse éradiquer complètement le phénomène des terroristes dans l'espace de l'AS et pourquoi pas jusqu'au Tchad aussi et même ça puisse influer vers jusqu'au Nigeria et les autres pays, même les Bénin qui est attaqué maintenant. Donc nous voulons en tout cas que l'espace, la AS puisse être débarrassé de ces phénomènes-là qui a trop ensanglanté. Ça, c'est ce que nous attendons. La deuxième attente, évidemment, c'est la monnaie panafricaine qui devrait être mise en place dans l'espace AS. Nous espérons que cette année soit la bonne, que nos dirigeants puissent trouver en fait, pour qu'ils puissent réunir les moyens pour nous doter de cette monnaie que nous attendons, nous tous. Je crois que je peux dire que ce sont nos deux grandes attentes par rapport à eux. Je crois que les restes, ils le font très bien, le travail est bien fait. Et que si cela pouvait arriver rapidement, c'est ce que nous attendons par rapport à l'AS. Quoi, ça serait mon mot de la fin, comme vous l'avez demandé. Merci, professeur Pinimpini. Alors, on se demande si dans les jours à venir, la CEDEAO accepterait le passeport, ou soit le passeport donc des pays de l'AES, plusieurs configurations, on le sait, ainsi que la CEDEAO aussi prendra
ces mesures pour peut-être collaborer, si possible, avec des pays de l'Est? Plusieurs interrogations, monsieur Amidou Dikoku. Qu'en dites-vous? Quelles sont vos perceptions et quelle est votre conclusion? Et sans risque de me tromper, je crois que le design, ou en tout cas la conception d'un passeport, relève de la souveraineté des pays. Donc, si les 3 pays de l'AES décident d'émettre un nouveau passeport sous la coupole de cette organisation sous-régionale, aucun pays ne peut, les autres pays de la CEDEAO ne pourraient pas le refuser. Je rappelle également en passant que et ce sont 3 pays enclavés, donc qui sont obligés de travailler avec les pays qui ont des ouvertures sur la mer, en l'occurrence pratiquement tous les pays d'Afrique occidentale, le Nigeria, le Bénin, le Togo, et ils travaillent avec ces pays-là. Vous avez vu la fois dernière ce qui s'est passé, les tensions diplomatiques qui a eu lieu entre le Niger et le Bénin au sujet de l'oléoduc qui devrait conduire l'or noir, le pétrole nigérien qui passe par le port béninois. Vous avez vu comment Patrick Talon s'est démerdé, a rapidement trouvé un compromis pour que... Donc, ça veut dire que même le Bénin tire des profits économiques en travaillant avec ces pays-là. Donc, il n'y a pas... Les pays de la CEDEAO, le reste en tout cas, n'a aucun intérêt, surtout avec les exploits que réalisent ces 3 dirigeants-là. Ils savent, les actuels dirigeants de la CEDEAO, ceux qui restent en tout cas, ils savent que leurs amis, ces 3 militaires-là, ont bien raison de quitter la CEDEAO, parce que la CEDEAO est devenue malheureusement une coquille vide. Donc ce passeport, le problème de ce passeport, c'est pas le document physique, mais c'est que, voilà, dorénavant, ça sera le document que les ressortissants de ces 3 pays produiront pour passer les frontières et les autres pays de la CEDEAO ne peuvent pas s'opposer. Par contre, ce qui convient de relever ici, et je crois que c'est en l'honneur des pays de l'AES, ils ont annoncé, et je crois il y a de cela 6 mois, que eux, ils acceptent la libre circulation des biens et des personnes des pays de la CEDEAO sur leur territoire. Et la CEDEAO leur a répondu dans le temps que eux, ils n'acceptent pas qu'ils vont rendre tangible leurs frontières. Maintenant, on va voir un tout petit peu comment les choses vont se passer parce que si, après les prévisions qu'on a actuellement, ces pays parviennent à relancer leur économie en se basant sur leur souveraineté retrouvée, ça risque de devenir des pays économiquement prospères. Je ne connais pas de pays en Afrique, de la CEDEAO en l'occurrence, mis à part la Côte d'Ivoire. Ces pays qui sont économiquement exempts, je n'en vois aucun qui pourrait refuser de voir, ou en tout cas de profiter de la richesse de ces pays-là, au lieu de continuer à mendier l'aide publique auprès des pays occidentaux. Donc, je crois que c'est mon message de fin. Moi, j'invite nos dirigeants à pas forcément attendre que leur pouvoir soit balayé par des militaires, mais à prendre des mesures en faveur de leur population. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, malheureusement, du fait d'avoir bradé leur souveraineté, n'ont que des miettes par rapport aux richesses de leur sous-sol. C'est ce contre quoi les pays de l'AES sont en train de se battre et ils sont sur le point de réussir. Votre interlocuteur disait tout à l'heure qu'ils ont remplacé un maître par un autre maître, c'est-à-dire la France
ou bien les États-Unis par la Russie. Je dis ici non, parce que s'ils choisissent de travailler avec la Russie, après avoir discuté, négocié les prix de leurs transactions, là, ils ont leur souveraineté. Ils ont, en tout cas, c'est-à-dire, ils le font de plein droit. Alors que dans les accords coloniaux d'antan, on leur imposait le prix de leur matière première et les conditions dans lesquelles ils devraient les vendre. Ce qui est fort différent de ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent ou ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, pour mot de fin, j'encourage les dirigeants de l'AES à continuer de moderniser leur pays dans l'intérêt de leur population, sans jamais oublier que la liberté d'expression, gage d'émancipation, est un moteur de développement économique, politique et social. OK? Et j'invite les autres pays de la CEDEAO à ne pas rester dormir sur leur laurier, mais faire progresser leur pays. Il ne s'agit pas de décréter on ne décrète pas le développement économique. Beaucoup de pays disent qu'ils ambitionnent de devenir des États émergents, mais c'est pas en conduisant comme ça leur peuple, en méprisant leur peuple, en les assassinant, en leur interdisant tout, qu'on développe un pays. Donc, voilà un tout petit peu mon mot de fin. Et si je peux me le permettre, je salue et remercie tous ceux qui nous suivent et qui nous écrivent pour nous encourager, pour passer dans ton émission pour donner notre opinion. Et je te remercie également pour l'occasion que tu nous donnes pour faire passer nos idées et les partager avec les téléspectateurs. Fin de cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à M. Amedodjik, constituant engagé, et M. professeur Pinimpini, consultant politique. Merci de nous avoir donné votre temps donc, pour contribuer aussi à l'édifice. On se retrouve pour un autre numéro avec le même plaisir sur la même antenne AfroWeb TV, la voix de la diaspora africaine. Ciao, bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro.